Bienvenue dans ce podcast. À chaque épisode, j'accueille des personnes inspirantes qui nous partagent leurs ambitions avec authenticité. À l'écoute, vous constaterez que chacun évolue à sa manière pour atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur les différents réseaux sociaux. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au micro de Bagarre avec Martin Gaborio. Bonjour à tous. Est-ce que ça va, Martin ? Bah écoute, ça va super bien. Pourrais-tu te présenter ? Je m'appelle Martin Gaborio, j'ai 28 ans, je suis originaire de Vendée. Avant de partir en école de journalisme à Lyon, où j'ai fait un master en journalisme, et après j'ai commencé ma vie professionnelle, tout simplement. Comment tu t'es dirigé vers ce métier ? Comment ça s'est fait en fait ? Pourquoi cette voie ? Comment ça s'est fait ? En fait, je suis un grand fan de sport depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours eu cette envie. Je crois que ça s'est déclenché vers l'année de 5e, je pense à peu près, où j'avais vraiment une envie d'être journaliste sportif. Et j'étais aussi un grand fan de Stade 2, c'est une émission de sport qui passe encore à l'heure actuelle sur France Télévisions. Et je me suis toujours dit, deviens journaliste, c'est ce que tu as envie de faire, t'aimes le sport, t'aimes parler, donc pourquoi pas se diriger vers ça. Et à côté de chez moi, j'avais aussi, ça c'est venu un petit peu après finalement, mais j'avais une personne qui était journaliste et qui bosse encore pour TF1. Du coup, voilà, j'ai commencé à grandir et à mûrir justement par rapport à cette idée de devenir journaliste. Donc j'ai fait des études et je suis parti à Lyon et c'est de là que je suis vraiment rentré dans le grand bain. Là, tu es journaliste freelance, donc indépendant. Avant d'être indépendant, est-ce que tu as travaillé en rédaction ? Ouais, en fait, je pense que déjà pour rentrer dans le monde de l'indépendance, il faut toucher justement à l'univers de la rédaction, etc. pour se faire, on va dire, emmagasiner de l'expérience sur le terrain et avoir des personnes autour de toi qui peuvent t'aiguiller justement sur ta rédaction, sur tes choix de sujets, etc. Donc, lorsque j'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait un master, comme je l'ai dit, et j'étais en apprentissage à Lyon Capitale. C'est une rédaction de Lyon où j'y ai travaillé pendant à peu près un an. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du journaliste, d'avoir un taf, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a de plus en plus de rédactions en presse écrite qui ferment parce qu'il y a moins de personnes qui lisent, malheureusement. Donc c'est compliqué. Ce qui veut dire qu'on est un petit peu obligé de bouger un petit peu à droite à gauche en France. Donc c'est pour ça que je suis pas resté sur Lyon et je suis parti à Soissons. J'ai bossé pour un journal qui s'appelle L'Union. C'est de la presse quotidienne régionale. Un peu l'équivalent de Ouest France en Vendée. Et ensuite je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques, mais je pense qu'on va en parler après. Ouais. Et du coup, après, j'ai bossé pour le Républicain Lorrain à Metz, avant de me lancer en freelance en septembre 2025. Est-ce que tu as une spécialité ? Est-ce que tu essaies aussi, dans tes articles, d'avoir un peu ta petite touche personnelle, un peu peut-être reconnaissable J'ai un ami que j'ai découvert du coup à Lyon et avec qui on s'est énormément intéressé au mouvement traditionnaliste, notamment par rapport au Rempart. C'est un groupe d'ultra-droite qui est basé à Lyon. Okay. Et en fait, on a bossé dessus pendant quasiment un an et là, ça fait 3 ans qu'on bosse justement sur le sujet, sur le discours identitaire, où il y a beaucoup de personnes qui prônent justement un retour en arrière, où la religion avait une place très importante. Donc, il y a une notion d'enracinement, il y a une notion de, on peut dire une faiblesse d'esprit par rapport à certains points finalement. Et en fait, on est dans une démarche où on se spécialise sur ce domaine-là justement du discours identitaire et on a travaillé sur divers prismes, on va dire, de cette conception-là qui est l'éducation, parce qu'au final, dans l'éducation, il peut y avoir des choses qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un facteur de communication qui est très important et beaucoup de personnes qui ont cette façon de penser s'y penchent. Et on a été aussi sur le discours politique au sens classique du terme, mais aussi sur la politique qui se passe dans la rue finalement. Parce qu'il y a pas mal de groupes justement qui se créent en France justement pour mettre en avant cette parole-là, mais ils utilisent aussi les points leurs points, on va dire, pour véhiculer des images. Donc on s'est spécialisé. Là, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus et en fait, on a la projection d'écrire un livre justement sur tout ce prisme-là finalement. Okay. Avant les élections présidentielles de 2027. Ok. Donc, voilà. Et j'ai fait aussi beaucoup de faits divers lorsque j'étais à Metz et à Soissons. Ok. Donc finalement, toi, c'est pas tant journaliste d'actualité, non, dans le sens de quotidien, mais plutôt sociétaux, de mouvements, aussi reliés à la religion. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Après, quand j'étais à Metz ou à Soissons ou à Lyon, je traitais tous ces sujets finalement, que ce soit le sport, la politique, la culture, etc. Oui.
J'adorais, mais du coup, en fait, dans ce type de journaux, on n'a pas forcément de temps justement pour aller au fond du sujet finalement. Ouais. C'est un peu, je dis pas que c'est du journalisme de surface parce qu'il en faut de la presse quotidienne régionale et j'adore ça, Ouais. mais on n'a pas le temps de creuser En fait, c'est vraiment. ça, c'est que faut avoir le temps d'approfondir, sauf qu'en fait, si ton article il doit sortir le Le lendemain, ouais. et ça tous les jours, forcément que tu peux pas C'est avoir ça. le temps d'avoir le recul aussi Ouais, nécessaire. bien sûr. Quand par exemple tu parles de ton travail, donc quand tu fais par exemple là sur les remparts, c'est un peu aussi un travail d'enquêteur Ouais, et du coup de chercheur. c'est ça. Mais toi, c'est vraiment journaliste. Est-ce que tu dirais que des fois la barrière elle est un peu fine entre les deux, c'est-à-dire que en fait t'es pas chercheur, mais pour autant t'enquêtes un peu comme si t'étais. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, je pense que les journalistes, on a un devoir qui est d'informer justement les citoyens par rapport à ce qui se passe justement dans la société et sur que ce soit sur des faits divers comme j'en ai fait un petit peu et sur des mouvements type les remparts ou le GUD qu'on pourrait dire à Paris, on a besoin d'aller chercher l'information. Sauf que c'est des groupes où l'information de ce qui se passe à l'intérieur finalement, c'est très compliqué d'accès. C'est très compliqué d'accès, donc ce qu'on essaie de faire, on essaie de parler avec des personnes qui ont pu être dans ce type de groupe. On essaie de parler avec des chercheurs ou des sociologues qui vont enquêter justement sur ces mouvements-là. Ouais, trouver des sources. Trouver des sources fiables. Après, ce qui se passe à l'intérieur, c'est compliqué, mais ils mettent aussi énormément de choses sur les réseaux sociaux, donc on peut analyser. Déjà, t'as un accès toi directement. Ouais, bien sûr. On a un accès parce qu'au final, ils mettent en avant en fait, c'est qu'il y a une dédiabolisation justement du discours qui a été lié par rapport au RN. Au final, ils essaient de dédiaboliser leur discours. Okay. Et en fait, ils ont beaucoup moins de mal qu'avant à affirmer leur position. Donc ils en parlent librement. Et les réseaux sociaux, c'est très fort pour ça. On peut très facilement être endoctriné justement par rapport à un discours, etc. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on parle pas de propagande comme avant, mais en même temps, sur les réseaux, si tu consommes tout le temps le même type de contenu. En fait, l'algorithme aussi est fait comme ça. Malgré nous, t'as l'impression en fait justement que tu tombes que sur ça. Mais il y a aussi le truc de tu vas regarder et du coup comme t'as regardé, t'as été attentif ou quoi, il va te leur proposer. Et donc en fait, malgré toi, tu te rends plus compte qu'en fait, c'est parce que tu regardes ce contenu que tu vois que ça, et t'as l'impression que justement, que tu vois ça, et que du coup, en fait, c'est tellement présent, en fait, on en parle pas assez, en fait. Et en fait, c'est surtout parce que tu consommes ça, du coup. Ouais, bien sûr. Donc au final, ça fait une sorte de propagande dans le sens où ton information, au lieu d'être diversifiée, elle est hyper ciblée. Et du coup, tu commences à y croire et à te mettre dedans, à y croire. Je sais pas exactement le propos, mais... Ça veut dire quelque chose aussi de la société, finalement, c'est que on a besoin d'être rassuré justement par rapport à ce que l'on pense. De valider nos pensées. Et au final, c'est ça qui est problématique, dans la façon de s'informer finalement des gens, c'est que si on pense quelque chose, on a besoin d'être rassuré par rapport à nos convictions, donc on va... Je sais pas, des personnes qui ont un penchant politique plus à gauche, ils vont lire de la presse de gauche, ils vont écouter des personnes qui parlent d'une façon un peu plus humaniste que les personnes de droite. Et je pense qu'on a cette crainte justement de sortir de cette bulle finalement et d'aller voir ce qui se passe à côté. Ouais. Mais du coup, pour le débat, d'échanger, finalement, on est plus restreint et on veut pas qu'une personne soit en désaccord avec nous. On a notre façon de penser. Et cette façon de penser, c'est la bonne. Et c'est pour ça. C'est ça aussi le problème. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que même si t'es d'un parti ou d'une opinion en général, c'est bien d'aller voir aussi ailleurs parce que même toi, ça va nourrir ton opinion pour ensuite aussi potentiellement voir plus grand et potentiellement aussi avoir plus d'arguments que d'être enfermé dans un truc entre guillemets monotone. Voilà. Et même quand t'échanges le débat, justement, ça porte bien son nom, c'est un débat. T'es pas censé imposer... Tu peux le prendre aussi comme ça, mais c'est pas forcément t'as raison, t'as tort. T'essaies d'imposer, d'argumenter, d'imposer ton opinion, mais justement, c'est ça le problème. C'est peu importe le débat, même quand on parle avec des gens qu'on connaît pas ou des gens qu'on connaît. Ouais, c'est ce qui se perd énormément, le débat. Enfin, je pense qu'on est aussi à l'image, on va dire, de nos politiques finalement. Et lorsqu'on voit à l'Assemblée nationale, où on peut voir au Sénat, etc., que... les politiques qui soient d'un bord politique et d'un autre bord politique n'arrivent pas à échanger ensemble et que cette notion de débat n'existe plus. On est un peu à l'image de nos politiciens finalement. On est le fruit de nos politiciens parce qu'au final c'est eux qui nous représentent. Et ce qui fait peur malheureusement aujourd'hui, c'est que le débat n'existe plus. Il peut y avoir une certaine faiblesse d'esprit dans le sens où je vais détester ou je vais mettre de côté une personne qui n'est pas en accord avec moi, alors qu'au final on devrait se nourrir de ça et oui, essayer de se comprendre aussi un peu plus. Ouais, se comprendre. On n'est pas obligé d'adhérer justement aux idées, mais on peut comprendre et discuter tout simplement. Et du coup, quand tu écris tes articles, est-ce que parfois tu as l'impression
mentir ou d'arranger la réalité pour que ça aille dans un certain sens ou je sais pas moi, ou par exemple vendre, tu vois, j'extrapole, mais... Non, ben, si le journaliste commence à mentir, ça sera un petit peu compliqué finalement. Nous, on est là, enfin à la base, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là, c'est que j'ai une information et je retranscris l'information. Ouais. Tout ce qui est transformation d'information ou donner son avis, ben non, je le fais pas finalement. Bien sûr que j'ai des idées intérieures que je ressens, mais lorsque j'écris, je mets juste en avant ce que j'ai écouté, les personnes que j'ai rencontrées, elles me disent des choses et ça, je les mets juste en avant finalement. Je transforme pas les propos, je retranscris en fait. Un journaliste, c'est de la retranscription, pure et dure. Oui, c'est ça. Mais oui, forcément, il y a des sujets, on va dire, où j'ai plus... si j'enquête, on va dire, sur les mouvements identitaires, etc., c'est que je pense qu'il y a des choses qui me dérangent dans ce discours-là, donc j'ai plus aller sur ces sujets-là, mais c'est pas pour autant que dans mon écriture d'article, je vais les dégommer, on va dire, pendant tout le truc. Oui, tu vas faire en sorte qu'on adhère à ton qu'il y opinion. Qu'il y ait un équilibre. En fait, qu'il y ait une forme de neutralité, qu'il y ait un équilibre, justement. Je vais mettre en avant, je sais pas, des sociologues qui vont parler de la question. Je vais faire parler des politiques, que ce soit à gauche et à droite, pour trouver vraiment un équilibre au niveau de la lecture, finalement. Oui. Pour pas que ça soit un article à charge, justement, de ce discours-là. Ouais, d'être... Neutre. Ouais, ça. De prôner la neutralité, ouais. Mais c'est compliqué la neutralité dans le monde journaliste aujourd'hui. Je pense que pour toi aussi, si tu l'as fait, c'est parce que t'étais en quête de vérité, que t'as envie de retranscrire le vrai, l'injustice, la justice. Mais je pense qu'il y en a quand même qui peuvent parfois ouais, bien sûr. un peu s'égarer, tu vois. Ouais, et justement, je pense aussi qu'on en reparlera après, mais d'un certain mal-être, tu retranscris tellement des fois le vrai que je pense que ça peut aussi te ronger à l'intérieur de toi. Oui. Et à l'inverse, si on fait en sorte que tu arranges la réalité, je pense que aussi en termes de valeur, tu peux... Ouais, bien sûr. Mais après, je pense que la casquette... Lorsqu'on est dans notre métier finalement de journaliste, la casquette journaliste aide pas mal à se protéger, on va dire, personnellement finalement. On est dans notre métier. Oui, c'est vrai. On reçoit des choses. C'est pas pour toi. Non. Et du coup, ça aide bien finalement. Tu t'exposes pas toi. Lorsqu'on va au tribunal ou lorsqu'on va sur des faits divers où on voit des décès, etc. Oui, ça peut faire mal, on va dire intérieurement. Et tu dis, je suis journaliste, paf, je suis dans le monde pro. Ouais. Alors là, c'est pas moi, Martin, c'est... Et je pense que ça aide bien. Mais on reste humain, il y a des choses qui nous touchent, il y a des discours qui nous touchent, on peut pas être insensible à ça. Ouais. Et parce qu'en vrai, j'ai l'impression que quand même, il faut avoir une certaine empathie pour être journaliste, parce que, par exemple, je prends les journalistes plutôt de reporters qui vont dans d'autres pays, etc. Tu peux voir des trucs hyper choquants. Et bon, faut peut-être pas trop en avoir limite, parce que je pense que ça peut aussi te faire un choc traumatique. Mais en même temps, je trouve, il faut assez avoir de l'empathie pour pouvoir justement comprendre la situation, pour la retranscrire, avoir du discernement quand même, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même un travail où finalement c'est une des qualités qu'il faut avoir. Ouais. Mais en fait, il faut être dans l'humain, il faut être dans l'échange, il faut être dans la compréhension énorme. Ouais. Mais il faut pas que l'émotion. Tes émotions prennent le dessus. Que mes émotions prennent le dessus, ouais. Parce qu'au final, un papier, s'il y a trop d'émotions, au final, je pense que ça irait à l'encontre justement de ce qu'un journaliste veut véhiculer, c'est juste de la retranscription d'informations finalement. Les faits, point. On se base sur les faits. Oui, t'écris pas un roman. Mais on reste humain. Il y a des papiers que j'ai pu écrire où je pense que ma touche justement sensible, enfin la sensibilité que j'ai eue par rapport à une personne ou par rapport à un discours a pu se retranscrire. Oui, je le sais. Oui. Mais je tends vers cette neutralité. Oui, en même temps, qui est compliqué. De temps en temps, ça peut aussi aider à faire comprendre les choses. Et si un article est basé que sur des faits, ça peut aussi être ennuyant. Ça peut aussi être ennuyant, et je pense que on peut ramener cette sensibilité ou cette émotion au niveau du lecteur et qui peut intéresser le lecteur. Ouais. Mais faut faire. En fait, c'est un équilibre. C'est une balance en fait. C'est un équilibre, c'est un équilibre à trouver. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, j'imagine. En plus, quand tu te relis. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as le travail. Et donc toi, quand t'écris, tu te sens comment ? Ça dépend des sujets. Des fois, il y a des. Du coup, vu que je suis indépendant maintenant, c'est pas un article que j'écris en 2 jours. Hein. C'est des articles qui prennent du temps. Il faut aller sur le terrain, il faut récolter les informations, il faut trouver les bonnes sources, il faut vérifier nos sources. Faut être quasiment, je dis pas un expert, on va dire, sur le sujet que tu traites, mais pas loin finalement. Donc il y a beaucoup de veille au niveau de l'information. Donc ça demande du temps. Mais en fait, ça fait du bien d'écrire. Ça fait du bien écrire. C'est pas la partie que je préfère dans le... Comment dire ? Dans mon métier de journaliste d'investigation, entre guillemets. La partie que tu préfères, c'est parler avec les gens. C'est parler avec les gens, ouais, la recherche, le travail de recherche, ouais. Même si l'écriture, c'est un régal.
mais c'est la finalité d'un gros travail que tu as fourni avant finalement. Ok. Donc toi, c'est plutôt l'échange par en fait, de creuser. Il y a des sujets où tu peux lancer un sujet et tu sais pas si tu vas finir par écrire. Parce que tu as des idées en tête, tu lances tes sujets, tu as des réponses ou tu pas de réponse finalement. Et des fois, tu peux te dire, mais en fait, j'ai pas assez d'éléments pour écrire. Ah oui. Donc, quand tu commences à écrire, généralement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'un sujet que tu as eu au tout début a su se concrétiser et tu as eu assez d'éléments pour écrire. Donc, je trouve que l'écriture, c'est la façon de récompenser ton travail après tout ce que tu as pu faire en amont et qui est récompensé finalement. Oui, et donc tu vois la chose prendre forme. Tu vois, c'est ça exactement. Tu vois la chose prendre forme, ouais. Ok. Parce qu'au final, tout le travail qu'on peut faire en amont, il n'est pas visible. Il n'est pas visible pour les personnes qui vont lire, on va dire, le journal ou qui vont s'informer. Oui, et puis même, en fait, il n'est pas visible dans le sens où, comme tu dis, si ton article ne voit jamais le jour, tout ce que tu auras fait en amont, ça sert à rien, ça sera pas à la poubelle, mais ça sera pas exploité forcément. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus quand tu es indépendant, parce qu'au final, quand tu es indépendant, si t'as pas d'articles qui sortent, tu n'as pas de revenus finalement. Ouais. Donc l'indépendance c'est bien par rapport à ça, dans le sens où tu peux avoir une certaine liberté, parce qu'au final, dans des rédactions, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque rédaction, même si elle prône justement la neutralité, elle est un minimum politisée. Donc ça peut arriver. Il y a quand même une orientation. Souvent il y a quand même une orientation. Donc ça m'est arrivé justement que certains de mes sujets que j'ai écrits ou que je voulais écrire, on me dise non, ça correspond pas avec la ligne d'édito. Et c'est pour ça, je l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que je me suis dirigé vers l'indépendance, pour avoir une certaine liberté justement sur mes choix de sujets. Et que je peux tout faire quasiment. Oui, parce que tu le proposes. Je le propose. Et c'est pas forcément en fait à la commande. C'est plutôt toi, tu fais ton travail en amont, tu trouves un sujet intéressant, une question à approfondir, tu fais ton article et ensuite tu le proposes. Ouais, c'est ça. En fait, soit je peux le proposer justement à la fin de mon article, soit je peux en amont avec mes clients finalement, c'est les rédactions avec qui je bosse. Déjà voir qui peut être intéressé, et je propose le sujet, et il y a des personnes qui me disent non, on n'est pas intéressé, ou d'autres qui me disent ouais, on est intéressé. Et donc tu as sorti ton livre Toujours suivre les foutues coquilles. Ouais. Qui retrace donc ton périple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ton titre, c'est un peu le fait de rester sur le chemin pour pas se perdre, et que finalement, si tu te retrouves sur ce chemin, c'est un peu aussi parce que tu t'es égaré, t'as besoin de retrouver un sens. C'est ce que tu décris d'ailleurs très bien dans ton livre, sur les périodes de doute. La question que tu te poses souvent, c'est qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que tu saurais répondre à cette question maintenant ? En fait, à la base, avec Alexandre, du coup, qui était mon compagnon de voyage pendant Saint-Jacques. En fait, on est parti pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, il y en a beaucoup, j'imagine, mais on a fait Lyon jusqu'à Saint-Jacques, du coup c'est 1700 km et on l'a fait en 68 jours. Et en fait, à la base, on voulait couper un peu de l'information, parce qu'au final, on est dans c'est une drogue, l'information. En fait, on est drogué à l'information, on a toujours besoin de savoir ce qui se passe. Oui, puis en plus, t'as envie d'être toujours à l'affût pour être à la page. Ouais, c'est ça. En fait, on a besoin, c'est qu'on est curieux aussi. On a une curiosité, on va dire, qui est énorme, et on a besoin de s'intéresser à tout. Et du coup, pour en revenir par rapport à ce que je disais, c'est qu'on avait ce besoin de couper un peu avec la formation. Et du coup, avec Alexandre, on s'est dit, tiens, pourquoi pas y aller ? Enfin, on voulait couper avec l'information, mais on y allait aussi pour faire des sujets par rapport à Saint-Jacques. On y allait aussi dans un cadre, oui, on a besoin de couper, mais en même temps, on va aussi faire des sujets journalistiques, etc. Okay. Donc il y avait, en fait, le journalisme, on va dire, ça nous accompagne. Oui, et puis là, t'as les rencontres aussi. Il y a les rencontres. Du coup, on est parti sur ce chemin, et en fait, on s'est rendu compte que c'était exceptionnel. On avait besoin... Troisième truc aussi par rapport à ça, c'est que on fait un métier où malheureusement on peut douter de l'humain finalement, de comment il est, de comment il se comporte avec les autres, et je pense qu'on avait aussi ce besoin de se dire putain, mais en fait l'humain est bon, et en allant sur Saint-Jacques, on s'est dit bon, peut-être qu'on va le retrouver. En fait, cette notion d'humanité, on l'avait un petit peu perdue par rapport à notre travail, surtout par rapport au sujet qu'on traite. Oui, parce qu'au final, avec tes témoignages, tu vois aussi la véracité, le côté sombre, les valeurs aussi derrière les personnes. Et tu peux te dire, en fait, c'est comme ça. Et même si toi, tu le retranscris dans ton article, tu vas pas le dire tel quel brut, les coulisses du sujet, de la situation dont on t'a parlé, qui est peut-être horrible, etc. Ouais, où sont les jambons, quoi. Ouais, mais même si j'ai je suis très bien entouré, j'ai des super potes, j'ai une famille qui est exceptionnelle, mais dans au-delà de mon cadre à moi, on se pose des questions sur est-ce que cette notion d'humanité, finalement, elle existe encore ?
je le sais que oui, profondément, mais... Oui, mais tu le voyais plus, ouais, je voyais plus, ouais. moins dans ton quotidien. Et en fait, c'est que ma tante aussi avait fait une partie de Saint-Jacques, et elle m'a parlé de Saint-Jacques, et elle m'a dit, ouais, je pense que ça peut être bien pour toi, finalement, de te reconnecter avec cette notion de... Ouais, on est un humain échange avec un autre humain, et il n'y a pas cette notion... De prendre un recul aussi. aussi. Ouais, de prendre un recul. Et en fait, ce qui est bien sur Saint-Jacques, c'est qu'il n'y a pas l'apparat, d'une manière générale, de comment on s'habille, de qu'est-ce que tu fais comme en métier. fait, je suis ça, ton statut en fait d'un peu de société. En fait, les notions que j'assimile à des notions superficielles finalement, travail, habit, comment tu vas te maquiller ou comment tu vas t'habiller finalement. Sur Saint-Jacques, il n'y a pas du tout ça. On est tous logés à la même enseigne. Par rapport à ça, c'est que les discussions superficielles, comme je les appelle et ce que j'ai mis en avant tout à l'heure, elles ne sont plus forcément présentes. Il y a des moments où, sur Saint-Jacques, on va sur des sujets profonds très rapidement. On parle avec une autre personne. T'as pas la même carapace. Quand t'es dans ton milieu. C'est ça. Tu t'ouvres très rapidement justement à la personne qui est en face. Et en fait, on est dans une relation un peu de psychologue à patient. Mais du coup, qui s'inverse finalement au bout d'un moment, parce que tu peux être psychologue, parler avec la personne, l'écouter pendant des heures, et au bout d'un moment, il y aura le et toi. Et du coup, tu bascules dans l'autre façon de penser, et c'est trop cool. L'échange et l'écoute. Ouais, l'échange et l'écoute, ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que il y a des personnes que tu ne reverras jamais. Avec qui t'as dit des trucs profonds. Ouais, et je pense qu'il y a des personnes sur le chemin, je connais même pas leur prénom. Enfin, si, je l'ai su, on va dire, à la fin de la journée parce qu'on devait se quitter. Oui. Mais j'ai dit des choses qui sont très très fortes que je n'ai pas dit à des proches que j'ai depuis des années et des années, quoi. Oui, mais ça justement, c'est que t'as tellement le côté proche, peut-être aussi la peur, pas du jugement, mais tu sais, des fois t'as pas, en fait, des fois tu caches des trucs à des proches parce que t'as pas envie d'avoir bien sûr. la vérité vu qu'ils te connaissent bien. Et là t'as aussi le truc de finalement la personne elle te connaît pas, elle te reverra. C'est ça. Pas forcément quelques jours. Bah comme un psy finalement. Ouais, voilà. Ouais. Bah, mais c'est différent. Oui, un psy c'est encore différent, mais oui, t'as ce truc de tu te poses pas de questions, let's go, il y aura pas vraiment de répercussions sur ta vie, juste on se confie, qu'un proche... Il a un avis du coup sur la question. Il a déjà... Oui, c'est ça. Il ressent des choses déjà par rapport à ce que tu vas lui dire, etc. Donc son avis ne sera pas neutre. Alors qu'avec ces personnes que tu n'as jamais vues en amont... et des fois, il y a le recul qui vient avec aussi, de te dire ah oui, mais peut-être il y a ça et peut-être il n'y avait pas pensé, alors que ton proche, il connaît déjà peut-être toute la situation. Qui va pas avoir le même... Ouais, c'est ça. Il aura pas le même recul. Enfin, du coup, il aura un recul de la situation, mais il va avoir un avis qui sera un petit peu biaisé par ce que tu lui as dit ou ce qu'une autre personne lui a raconté. Donc, il a déjà un avis tranché sur la situation, alors que là, sur Saint-Jacques, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette notion-là, finalement, et c'est ça qui est cool. T'es vraiment dans une bulle dans le sens où déjà l'information, on a nos téléphones au cas où, on y allait le soir bien sûr, mais la journée t'as pas ton téléphone, donc t'as pas des choses qui... Ouais, et même ça te permet de te déconnecter en fait. Ouais, en fait il n'y a pas de choses parasites, on va dire, qui viennent déranger une conversation, etc. C'est vraiment la discussion pure et dure comme on peut l'imaginer. Et ouais, t'es dans une bulle temporelle qui est exceptionnelle, et en fait tu vois que des marcheurs. T'as pas ce brouhaha, on va dire, de la ville, etc. T'es pas hyper stimulé, tu vois 10 personnes à la journée. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, puis quand tu bascules de ça à Paris, tu... Ah bah oui. Et puis en fait, il y a le regard aussi des gens par rapport à toi. Parce que tu vois, lorsqu'on était à Saint-Jacques, on avait l'impression d'être un peu de la même équipe finalement. Si un allait pas bien, on allait être là pour lui. Il y avait vraiment cette notion d'humanité. Et on était ensemble pour un objectif commun qui était d'arriver à Saint-Jacques. Donc... ouais, on soutenait et on est revenu à Paris, on était avec une pote que j'ai rencontrée sur le chemin du coup. Le regard. Parce qu'on était habillés en pouilleux, etc. Encore une fois. Ah oui. Ouais, voilà. En fait, il y avait un regard jugeant qu'on n'avait pas connu. Les baroudeurs débarquaient à la capitale. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, il fallait se remettre dans le monde classique, on va dire. Ouais, on n'a pas le choix. Revenir à la société finalement. À la réalité. Ouais. Et dans un passage, tu exprimes la peur de ne pas vivre à fond ta vie. Ouais. Est-ce que tu as réussi à chasser cette peur ? Ben, je pense que oui et non, dans le sens où... en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Je pense que moi, le premier, finalement, on se freine par rapport à certaines choses, parfois, où on se dit, ah, ça peut comment dire, déranger une autre personne ou un groupe de personnes, et on ose moins que ce qu'on pense, on va dire, intérieurement. Saint-Jacques, ça m'a permis d'oser plus, de prendre des risques, que ce soit professionnellement ou même personnellement. Donc ouais, je pense que ça a comblé un manque de confiance en moi, et au final, la confiance, tu le travailles aussi sur Saint-Jacques, le fait d'échanger avec des gens, ça peut t'apporter des réponses à tes questions, et on oublie un peu la chose, parce qu'il y a cette dimension
humaniste, mais il y a aussi la dimension sportive. On a fait 1700 bornes quand même, c'est pas... Oui, déjà tu te dépasses physiquement tous les jours. Ouais. Oui. Donc déjà, en termes de performance de ton corps, déjà tu reprends confiance, ton corps change aussi. Et spirituellement, tu réfléchis beaucoup, en fait, toute la journée, t'es en réflexion. Peut-être un peu, des fois, en rumination. Et du coup, forcément, tu changes, en fait. Donc il y a plusieurs facteurs et enfin l'échange, je pense que c'est le meilleur moyen justement pour apporter des réponses à tes questions, essayer d'avancer. Et je mets dans mon livre, mais il y a un moment où on rencontre deux personnes qui ont une 60aine d'années à peu près, ces deux hommes. Et ces deux hommes, ils ont, enfin comment dire, l'un avait une fille et l'autre avait un fils et leurs deux enfants étaient mariés ensemble. Et sauf qu'ils ont eu un accident de voiture, ils sont morts tous les deux sur le coup. Et sauf que les deux pères s'étaient jamais rencontrés avant l'enterrement, ouais. Et pour leur rendre hommage, ils se sont dit tiens, on va aller sur Saint-Jacques et on va faire Saint-Jacques, tout simplement. Et ils nous ont raconté ça avec il y avait une sorte de légèreté dans le sens c'est la vie. Et en fait, ils ont un peu c'est la vie et en même temps toi quand t'entends ça, ils te balancent ça en pleine gueule, mais ils s'étaient pas énervés contre la vie finalement, ils étaient plus dans après Saint-Jacques ils avaient trouvé la paix. Ouais, ils avaient trouvé la paix, ouais. Mais du coup, ce discours-là, ça te fait aussi comprendre que... relativiser. Relativiser, ouais, clairement. Relativiser par rapport à certaines choses, même si t'arrives pas, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine fois. Et en fait, cette notion de relativiser par rapport à ce que tu fais, bah, tu peux aussi tu l'as adapté sur le chemin, mais du coup, tu peux l'adapter aussi dans la vie de tous les jours. Le fait de l'avoir vécu à travers les personnes, d'avoir eu leur témoignage, ça te fait aussi te dire, ok, moi aussi, je pourrais être plus résiliente dans ma vie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, en fait, pour résumer, il y a le chemin, ce qui m'a appris, c'est relativiser, finalement. Même si, essaye, mais si tu te gourres, c'est pas forcément grave. Ose. Ose. T'es capable de. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on y va. Hein. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Donc ouais, ça a changé beaucoup de choses, on va dire, mentalement et sur la façon de voir les autres, finalement, et de te voir aussi. Mais il y a toujours des doutes. Hein, mais bien sûr, mais parce que c'est l'évolution en fait, tu peux pas avancer si t'as pas de doute. Ouais. Ah non, mais clairement. On en aura toujours, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça que, tu me le disais tout à l'heure, ce livre, enfin, comment dire, quand t'as lu mon livre, ça m'a donné envie de le faire. Et en fait, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux que parce qu'on vient d'un... Même si, on va dire, on est dans une génération qui ose... prendre la parole lorsque ça va pas, etc. Et on est un peu différent de la génération de nos parents, etc. Où lorsque ça allait pas, ils étaient vachement renfermés sur eux-mêmes, ils disaient pas grand-chose. Nous, on est une génération qui s'ouvre par rapport à ça. Et en fait, le livre, oui, je l'ai écrit parce que je voulais en parler, mais je l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit aussi pour les autres, dans le sens où si tu veux pas aller voir un psychologue, il y a d'autres façons justement d'exprimer ce qui va pas dans la vie finalement. Saint-Jacques est aussi un bon moyen, ou aller marcher, hein. Je dis Saint-Jacques, mais c'est marcher, quoi. Enfin, te prendre du recul, aller en pleine nature, ça fait du bien. Te replonger dans tes pensées. Oui, parce que je pense que ça remplace pas quand même le... Non, ça remplace pas. Mais ça peut quand même te faire un travail sur toi qui était insoupçonné, finalement. Qui est cool. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui y vont, qui ne pensent pas forcément non, bien sûr. parcourir ce chemin-là en tête. Et au final, t'en sors grandi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a tellement de profils, justement, sur Saint-Jacques. On avait rencontré une aubergiste qui nous avait dit, de toute façon, Saint-Jacques, c'est chacun son chemin. Chacun, il vient avec des envies particulières, en attente de réponse. Parce qu'il y a la notion de... c'est un chemin qui est catholique, oui, bien sûr, mais la plupart des gens qu'on a rencontrés ils sont pas forcément catholiques. Il y en a qui ont cette notion de spiritualité, bien sûr, mais il y en a aussi qui sont pas forcément bien, que ce soit dans le monde pro, dans leur vie perso, comme ce que je disais par rapport aux deux pères, besoin de marcher, de rendre hommage. Enfin, il y a vraiment des profils totalement différents, et c'est ça qui est cool, justement, lorsque tu échanges avec les gens, c'est que en fait, tu viens pas du même monde et t'as pas la même façon de penser. Et en fait, on en revient par rapport à ce qu'on disait au début, cette notion de débat et t'échanges, même si sur certains points t'es pas en accord. Finalement. Oui, et puis tu rencontres plein de personnes qui sont vraiment tellement éloignées de toi que dans ta vie du quotidien réel, tu rencontrerais pas, parce que déjà, pas forcément, mais l'écart d'âge, des fois quand t'as parlé des personnes que tu rencontrais... Typiquement, c'est des retraités ou quoi. On a moins l'occasion de les rencontrer dans notre quotidien, ou même de milieux différents. On a plutôt un cercle défini. Non, mais c'est très juste. Ça, c'est une ouverture aussi qui est incroyable. Mais c'est vrai que ça a donné envie de le faire, ce travail sur soi, ce recul, être plongé en pleine nature,
prendre conscience de plein de choses, les rencontres, Ouais, l'enrichissement en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Je voulais revenir avec toi sur le métier global de journaliste. Beaucoup de journalistes évoquent la fragilité du statut. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Est-ce que tu le ressens aussi ? Oui, bien sûr. Tu le ressens directement en sortant d'études. Tu sais très bien que à la suite de ton alternance, tu n'auras jamais un CDD ou un CDI. Déjà, cette notion de CDI, elle n'existe quasiment pas dans le journalisme. Il n'y a même plus d'assurance de sécurité dans ce monde-là, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui font ce métier depuis des années, qui sont restées au même endroit et qui ne vont jamais partir. Donc au final, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Psychologiquement, c'est compliqué parfois. On peut t'appeler, je sais pas, un vendredi soir et te dire faut que tu sois à Metz le lundi matin pour recommencer un nouveau taf. Tu vas bouger à l'autre bout du pays ou même à l'autre bout du monde finalement pour faire un taf. Tes projets perso, construire ta vie, c'est compliqué. C'est pas la norme quoi. C'est compliqué parce que généralement tu bosses au week-end. Et puis même c'est comment dire, mais c'est un métier passion finalement et des fois la passion prend un peu le dessus sur ta vie de couple. Et après il y avait... J'ai le métier de journaliste, mais il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça, finalement. Non, mais c'est parce que là, on parle de ce sujet, mais évidemment qu'il y a beaucoup... En fait, les milieux artistiques en général, déjà, souffrent aussi c'est compliqué, beaucoup par rapport à d'autres, enfin, il y a beaucoup d'autres métiers qui souffrent dans tous les cas. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que tu dois être dévoué. Parce que, en fait, les sources, quand elles vont être disponibles, tout ça, récolter, tu vas passer à côté. Donc, forcément, ça engage beaucoup de temps. Ouais, ça engage beaucoup de temps. Et donc, sur ta vie perso. Et c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est que je fais de la presse écrite. Je pense que tu le sais, mais la radio et la télé, ça marche bien. Mais la presse écrite, c'est en tension énormément et qui dit forcément un problème, on va dire, au niveau du financement. C'est plus la même manière de consommer l'information. L'information est différente. Les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, on a pu s'informer via la télé, via la radio, etc. Donc oui, on a moins de visibilité. Donc qui dit moins de visibilité dit moins d'argent. Les rédactions ne peuvent pas forcément recruter. Donc oui, c'est compliqué de trouver sa place dans une rédaction, d'y rester pendant un petit moment, donc d'avoir de la stabilité. Et en fait, c'est là où on se rend compte que l'argent résulte de pas mal de choses finalement. Donc peut-être pas choisir le meilleur métier, mais bon... en même temps, c'est là où tu te ressens le plus, bien sûr. où t'as l'impression aussi d'être utile. Ouais, bien sûr. Ouais, tu te sens utile. Je pense qu'on a un... Ouais, ça va paraître un peu prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on a un pouvoir sociétal qui est important quand même dans la manière d'informer les gens, je pense. Mais oui, c'est aujourd'hui. Je pense que c'est un métier, si tu l'enlèves, la société vit pas pareil. C'est quand même dur de faire sa place dans ce milieu. Ouais, c'est dur de faire sa place et c'est pour ça que je pense que quand on est jeune, on va dire, le métier de journaliste, ça met un peu des étoiles dans les yeux finalement. On le considère. Et je pense qu'on l'assimile un peu au présentateur télé, non ? Ouais, présentateur télé, journaliste sportif, etc. Il y a un effet poudre aux yeux, on va dire, par rapport à ce métier. Et lorsqu'on est dedans, on se dit ouais, c'est beau, c'est un super métier, j'adore mon métier. Mais il y a des choses à côté où tu te dis c'est compliqué. Mais la passion du métier prend le dessus sur beaucoup de choses. En tout cas pour l'instant. Ouais, faut être passionné pour tenir le coup. Ouais. Mais on fait un métier, il y a d'autres métiers qui sont aussi durs que le nôtre, et voire pire. Je suis pas en train de me peindre par rapport à mon métier. Non, bien sûr que non, mais t'es quand même conscient aussi des réalités en fait du système, du milieu. Du milieu, ouais. J'ai lu aussi de pas mal de journalistes qui déconseillaient maintenant à leurs élèves de prendre cette voie-là parce que la réalité d'aujourd'hui, ce métier, c'est compliqué de pouvoir en vivre correctement et de faire sa place. Qu'est-ce que tu conseillerais toi aux jeunes générations ? Je serais pas aussi alerte, on va dire que ça. Enfin oui, je pense qu'il faut mettre en avant justement l'évolution du métier, mais ne pas dire ne faites pas ce métier, on va dire il y a pas d'avenir. Alors oui, ça va être compliqué. Oui, il y aura moins de journalistes, mais on est un rouage entre guillemets essentiel à la démocratie finalement les gens ont besoin de s'informer et qui les informe finalement c'est les journalistes. Alors oui, la façon de communiquer, la façon d'informer les gens a évolué. On peut le voir avec les réseaux sociaux, on peut le voir avec différentes plateformes comme YouTube, etc. Et je pense qu'on est là aussi pour éviter justement que des fake news... Pour garder cet ordre aussi. Ouais. Et la véracité de l'info. Ouais, la véracité de l'information. Que dire, on va dire, aux jeunes journalistes, c'est... je pense qu'il faudrait aussi instaurer quelque chose à l'école, c'est des cours d'information. Des cours de comment s'informer sur les réseaux sociaux, de comment s'informer via la presse. Et en vrai, il faudrait tellement de choses, genre l'éducation financière. Ouais, bien sûr. Savoir gérer les organismes français, genre les impôts, tout ça. Comment ça marche, savoir lire une fiche de paye. Ouais. C'est con, mais normalement, logiquement, on est tous amenés à du coup avoir un salaire, parce que sinon, tu peux pas vraiment vivre. Donc, la plupart des Français ont des fiches de
payent. Ouais, En fait, bien sûr, ils savent pas les lire. Non, Enfin, mais pas tous, mais je sais que... il faudrait changer certaines choses au niveau de l'éducation et t'en as mis en avant, bien sûr. Ouais. Mais je pense que l'information, Ouais. ça peut... Oui, déjà, même y a si une- tu cherches une information, peu importe qu'elle Ouais, c'est ça. soit... Ouais. De comment... Enfin, je sais pas si la notion de comment bien s'informer peut être utilisée, parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à l'algorithme. Les réseaux sociaux sont très forts et peuvent devenir très malsains pour une personne dans l'endoctrinement justement d'une façon de penser. Et peut-être oui, et puis que... maintenant aussi avec ChatGPT, Ouais, les bien IA, sûr, tout ça. bien sûr. Et je pense que d'avoir des cours d'information pourrait essayer D'atténuer. d'atténuer le problème, ouais. Donc oui, supposons si un jour je suis prof dans une école, je ne dirais pas quitter tout, changer de métier, etc. Je pense que c'est un métier déjà d'une qui est très important, c'est un métier passion, il y a des personnes qui veulent faire ce métier, donc il ne faut pas l'intérêt de les décourager lorsqu'ils sont encore en études. Si tu sens que t'es fait pour ça... Ouais, mais il faut aimer son métier. Faut aimer son métier. Il faut connaître les réalités. Il faut connaître les réalités, ouais. Ouais. Merci d'être venu au micro de Bagarre, nous parler de ton métier et de ton livre. Si vous voulez retrouver le livre de Martin, donc toujours suivre Les Foutues Coquilles, il est disponible sur Amazon. Je mettrai tous tes réseaux sociaux, etc. si on veut te retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour construire ensemble une communauté. Merci Martin d'être venu y a aucun problème, au merci micro à toi. de Bagarre. Et merci à vous d'avoir regardé ou d'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, cultivons nos ambitions.